Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 13 avril 2023. Voici les principaux titres. Un cadavre en décomposition découvert aux alentours du campus Kamenge ce matin. La coalition politique de l'opposition CEFOR Arusha dénonce la multiplication des cas d'assassinat dans le pays ces derniers jours. Pas de budget, pas de texte d'application. Le gouvernement n'applique toujours pas la loi prévoyant la hausse de la pension des retraités. Vous allez également suivre les détails tout à l'heure. Et environ 380 familles bénéficieront d'abris en attendant l'érection des digues dans la zone Gatumba. L'assistance a été offerte par l'OIM. Vous suivrez également les détails vers la fin du journal. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, c'est le développement des titres. Je vous le disais dans les titres, un cadavre a été découvert ce matin près du campus Kamenge, c'est en mairie de Bujumbura. Les informations recueillies sur place font savoir que la victime était de sexe masculin. Il a été vu en premier par des passants qui ont alors averti la police. Le corps était déjà en décomposition et dégageait une mauvaise odeur. Le cadavre a été transporté par un véhicule de la Croix-Rouge. On a aussi pulvérisé des produits médicaux sur le lieu où le cadavre a été retrouvé. La coalition des partis de l'opposition CEFOR Arusha dénonce la multiplication des cas d'assassinat ces derniers jours au Burundi, réagissant à un bilan de 7 personnes tuées en une semaine. Jean Bosco Guigemera, vice-président de la coalition, indique que cela résulte des enseignements et mots d'ordre qu'ont reçus les miliciens Imbonerakure et certains agents du corps de sécurité. Les assassinats sont devenus monnaie courante dans le pays. À titre illustratif, il est reporté qu'à moins d'une semaine, ces petits assassinats viennent d'être enregistrés, dont 3 dans la seule province de Karusi. Le même constat se fait à Mohangia, Kayanza, Ngozi et Bujumbura. Le cas récent est celui d'un prisonnier qui vient d'être abattu à la prison centrale d'Omhimba malgré les tentatives d'en empêcher le forfait au moment où il avait été attrapé après tentative d'évasion. Maintenant, la question qui se pose est de savoir pourquoi ces assassinats sont récurrents. C'est normal parce qu'il y a eu des enseignements. Les jeunes Imbonerakure, pour la plupart, qui sont responsables de cette insécurité, ont reçu ces enseignements. Ils exécutent donc le mot d'ordre reçu. Il en est de même des forces de l'ordre. C'est donc le système politique est mis en place et entretenu. On récolte ce que l'on a semé. Vous semez la haine, la zizanie, vous récoltez la désolation. Les forces de l'ordre, pour la plupart du moins, proviennent des mouvements rebelles, les ex-mouvements de combattants. Ils affichent donc un comportement partisan vis-à-vis du CNDD-FDD. Or, ce parti en question a instauré un système de dictature. Le vice-président de CEFOR Arusha dénonce également l'impunité et des enquêtes qui n'aboutissent jamais suite à l'absence d'une justice indépendante. Il n'y a pas de message de paix dans le discours politique parce que justement, il n'y a pas de volonté politique. La justice n'est pas indépendante. Elle est sous le joug de l'exécutif. Pour preuve, les enquêtes judiciaires annoncées n'aboutissent jamais. Nous y sommes habitués depuis bien des années. Les responsables des forfaits de désolation qui endeuillent différentes familles sont soit des Imbonerakure, soit des forces de l'ordre. Et ils le font en toute impunité car ils sont protégés. Les rares décisions judiciaires sont partisanes, sans motivation au regard de la loi. En conclusion, en quelques mots, quelle est la solution? Premièrement, le parti CNDD-FDD devrait changer le fusil d'épaule et comprendre qu'en démocratie,
Tout le monde ne doit pas appartenir au même parti politique. C'est le multipartisme. Tous les partis doivent être traités au même pied d'égalité, tel que le prévoit la Constitution. Deuxièmement, le gouvernement devrait afficher une réelle volonté politique et envisager une vaste campagne d'éducation à la paix et à la concorde sociale pour mettre fin à la terreur d'État. Troisièmement, le gouvernement, en particulier le ministère ayant la sécurité dans ses attributions, ainsi que celui de la justice, devrait travailler de concert pour mettre fin à l'impunité conformément à la loi, ne dépendant pas des humeurs de telle ou telle autre autorité. Quatrièmement, l'administration, depuis le sommet jusqu'à la base, devrait avoir la même préoccupation, celle de protéger le citoyen, qui qu'il soit, et renoncer aux intérêts égoïstes. Enfin, cinquièmement, la justice devrait dire le droit et le mettre en exécution. Voilà, c'est Jean Bosco Guigemera, vice-président de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, c'est fort Arusha. Le policier qui a exécuté un détenu à la prison centrale de Mpimba et le directeur de cette prison doivent être poursuivis par la justice. Propos de Germain Rukuki, président de l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains. Germain Rukuki cite les dispositions de la loi qui ont été violées. Hier, nous avons appris avec tristesse l'exécution à bout portant d'un détenu du nom de Shérif à la prison centrale de Mpimba. Les échos qui nous parviennent mentionnent qu'il tentait de s'évader et qu'il n'avait même pas de titre de détention. L'article 8 du régime pénitentiaire stipule que nul ne peut être admis dans un établissement pénitentiaire qu'averti d'un titre de détention prescrit par la loi. Or, lors de son entrée en prison, aucun titre de détention n'aurait été délivré contre lui. L'article 9 de la même loi indique que toute admission d'une personne sans titre de détention légale est considérée comme une détention arbitraire. Ses auteurs et ses complices font objet de poursuites disciplinaires et judiciaires. Normalement, tout nouveau détenu est accueilli par le chef du service juridique de la prison et le brigadier en charge de la sécurité des détenus qui l'enregistre dans le registre des CROU et le registre de la police. S'il n'apparaissait pas nulle part dans ces registres, nous concluons qu'il était purement et irréfutablement en détention arbitraire. Germain Rukuki demande au ministère public de mener des enquêtes minutieuses sur le titre de détention de la victime et sur la façon dont elle a été exécutée. Nous demandons des enquêtes minutieuses sur son titre de détention. Là, on s'adresse au ministère public de prendre l'affaire en main et de s'enquérir en toute transparence sur le dit cas d'irrégularité très grave. Nous lui demandons également de mener une enquête sur la façon dont il a été exécuté. Je sais que dans une telle situation, les autorités commencent à fabriquer des scénarios pour couvrir le criminel. Le crime consommé est purement une exécution extrajudiciaire et nous demandons à ce que le bourreau soit puni conformément à la loi et que sa famille soit indemnisée. La victime a été abattue à bout portant, étant déjà entre les mains de la police. Nous demandons à la CNDH et les organisations de défense des droits humains de s'enquérir également sur le cas, du début à la fin. Comment il a accédé à la prison jusqu'à son exécution extrajudiciaire et demander justice pour la victime. Demandons également, encore une fois, aux autorités burundaises d'inventorier tous les détenus en détention arbitraire, c'est-à-dire sans titre de détention, des détenus qui n'ont plus, depuis longue date, de dossier judiciaire et de les libérer immédiatement. Voilà, c'est Germain Rukuki, président de l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains, ESDDH en sigle. Lorsqu'un fonctionnaire de l'État est suspendu et emprisonné pendant plus de 6 mois, même son salaire doit être suspendu car le dit fonctionnaire ne travaille plus. Propos de maître Gustave Nyonzima qui fait savoir que si le fonctionnaire continue à percevoir son salaire, c'est qu'il y a des magouilles quelque part. Suivez maître Gustave Nyonzima.
Conformément au Code du travail, lorsqu'un employé est détenu, après 6 mois, il y a la rupture du contrat. Il en est de même quant au salaire perçu, parce que le même Code du travail exige que le salaire est la contrepartie des services rendus. Étant donc en prison, c'est difficile de percevoir le salaire parce qu'il ne preste plus ses services. Et dans le cas d'espèce, on voit qu'il y a l'anguille sous roche, on voit qu'il y aurait des mentors de ces employés affiliés au parti au pouvoir qui le protègent afin qu'ils continuent à percevoir leur salaire. Sinon, il y aurait un détournement de leur salaire au bénéfice de quelques-uns. Maître Gustave Nionzima réagit au dossier de 2 enseignants de la commune Ruhororo dans la province Ngozi qui continuent à percevoir leur salaire alors qu'ils sont en détention depuis plusieurs mois. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Les Burundais ne devraient pas s'étonner de la multiplication des cas de vol dans le pays puisque le président les a cautionnés. C'est du moins la réaction d'Emery Patrick Ndabgunze, un des responsables de l'association des Burundais du Canada ABC Montréal. Il réagit aux propos du président Evariste Ndayishimiye selon lesquels les Burundais ne sont pas affamés tant qu'ils ne volent pas dans les champs d'autrui. Emery Patrick Ndabgunze indique par contre que les Burundais attendent du président Ndayishimiye des projets de développement. Icambere na mbere agira mbanze mpumurize abarundi bene wacu bishwe n'inzara baraye batwise umukanda mu nda kubera badafite icyo bafungura baraye. Premièrement, je compatis avec les Burundais qui hier n'ont pas pu mettre quelque chose sous la dent par manque de moyens ou parce qu'il nous restait une petite portion pour les enfants. Je leur signale que nous, autres Burundais, nous pensons nullement pas qu'ils sont fainéants. Nous savons qu'ils traversent une situation difficile, qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour nourrir leur famille. En principe, la parole du président n'est pas à prendre à la légère. Si jamais demain ou après-demain, des cas de vol dans les champs s'accentuent, il ne faudra pas être surpris car le président l'aura voulu. Entendre de la bouche du président nier que le Burundi traverse une période de famine alors que sa femme revient de l'Italie au PAM pour demander de l'aide, c'est étonnant. Le président devrait en fait approcher les experts, parler avec eux de ce qui est en train de se passer au Burundi. Le PAM indique que 72% de la population burundaise vit dans la pauvreté et que 57% des enfants de 6 mois à 6 ans souffrent de la malnutrition chronique. Ce sont des statistiques des experts sur le terrain. Le président devrait consulter ces rapports, s'asseoir avec ses experts pour dégager une solution. Pour terminer, je veux parler du leadership. Si le président trouve que les Burundais ne devraient pas mourir de faim, s'ils sont décidés de se mettre au travail, je voudrais lui dire d'arrêter de jouer au chat et à la souris, qu'il présente à la population des projets qui permettent aux Burundais de vaincre la famine et qu'il arrête de dire qu'il voit que c'est possible. C'est en fait sa mission première. Comme ça, il verra que tous les Burundais ont décidé de le suivre pour combattre la famine, car il n'y a personne qui aimerait dormir sans rien manger ou sans rien donner à ses enfants. Nta muntu n'umwe ashaka kurara adafunguye canke adafunguriye abiwe. L'État et la famille semblent être confondus au Burundi. Le gouverneur de la Banque centrale, Dieudonné Murengerantwari, a embarqué son épouse pour participer aux réunions de printemps en cours à Washington, aux États-Unis. Un voyage financé par le pays alors que la femme n'est en rien concernée par cette mission officielle. Emmanuel Niungeko. Ces réunions de printemps se tiennent depuis le 10 de ce mois en cours. Des réunions qui sont organisées annuellement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour évaluer la situation économique, discuter des possibilités et cadres de partenariat avec les gouvernements. Des techniciens du secteur économique représentent donc le pays. Le Burundi a été représenté par 11 personnes. Parmi ces 11, l'épouse du gouverneur de la Banque de la République du Burundi, BRB, qui participe à ces réunions avec les institutions
institution de Bretton Woods sous son seul titre d'épouse du gestionnaire de la politique monétaire burundaise sur l'ordre de mission signé le 15 mars par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Ntahogwamiye. Madame Natacha Kigeme vient en troisième position après son époux, M. Dieudonné Mulengera-Ntwari, gouverneur de la Banque centrale, qui lui vient après le ministre des Finances et chef de la délégation, M. Audace Niyonzima. Sur quelques photos publiées sur le compte Twitter du ministère des Finances, Madame Natacha Kigeme est visible assise à côté de son époux, le gouverneur de la BRB, en pleine séance avec ses partenaires financiers à Washington. Pourtant, nous ont révélé nos sources du ministère des Finances, l'épouse du gouverneur de la BRB n'a aucun rôle à jouer dans ses activités. Natacha Kigeme n'y représente aucune institution de l'État. Elle travaille dans le secteur privé du commerce. Avant son voyage, le ministre des Finances se serait opposé à la participation de Madame Natacha Kigeme, épouse du gouverneur de la BRB, à cette émission officielle, nous ont fait savoir les mêmes sources de son ministère. Une participation qui aurait été finalement approuvée par un des supérieurs du ministre des Finances, que la RPA n'a pas pu connaître. La RPA a contacté Prosper Ntahogwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi, mais il n'a pas répondu à notre message. Je vous le disais dans les titres, la non-application de la loi prévoyant la hausse de la pension des retraités de la fonction publique est due au manque de budget. Les informations en possession de la RPA font savoir que le gouvernement n'a pas jusque-là disponibilisé les fonds qu'il s'est engagé à donner. Il manque toujours aussi des textes d'application. Inès Gakiza. Le lancement de la réforme nécessite une ordonnance conjointe des ministres des Finances et de la Protection civile qui détermine le pourcentage d'augmentation de la pension des retraités d'avant 2020 mais qui perçoivent une pension supérieure à 30 000 francs le mois. Une ordonnance qui n'est pas encore sortie. Pour majorer la pension minime à 30 000 francs le mois, conformément à l'article 8 de la loi portant modification de certaines dispositions du Code de la protection civile au Burundi, le gouvernement s'est engagé de donner annuellement 20 milliards de francs burundais. Les retraités de la fonction publique à partir de l'année 2020, cette loi du 14 mars 2022 précise qu'ils devront toucher une pension égale à leur dernier salaire net, c'est-à-dire le salaire brut, déduction faite juste des charges fiscales, des cotisations sociales et de l'indemnité de l'intérim. L'article 13 du décret numéro 100/151 du 16 novembre 2022 portant modalité de mise en application de la loi du 14 mars 2022 prévoyant la hausse de la pension des retraités de la fonction publique stipule que la réforme sera financée par les organismes gestionnaires et que l'État les accompagnera par la mise en place d'un fonds pour la pérennisation de la réforme. Les organismes en question sont l'INSS, l'Institut national de la sécurité sociale et l'ONPR, l'Office national des pensions et risques professionnels des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire. Une année après la promulgation de cette loi et bientôt 5 mois après la sortie du décret de mise en application, le gouvernement n'a pas encore donné un sou. Quand bien même l'ordonnance ministérielle d'application sortirait, les organismes en charge de cette réforme seraient incapables de la financer et tenir encore longtemps, révèlent des sources de la RPA proches de ce dossier. Des sources qui jugent également cette réforme difficile à réaliser telle que prévue par la loi dans un pays comme le Burundi. La réforme aurait été annoncée, la loi est relative, promulguée sans aucun avis des techniciens du domaine. Je vous le disais également dans les titres, les victimes des inondations de Gatumba vont bientôt bénéficier d'une assistance de 3 mois de loyer. Anissé Nivaruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et la gestion des catastrophes, indique que cette aide provient de l'Organisation internationale pour les migrations. En tout, 380 familles pourront se trouver de nouveaux abris le temps de la construction des digues. Suivez Anissé Nivaruta. On s'est convenu qu'on va assister 380 ménages avec un montant de 525 000 francs par ménage et pour 3 mois. C'est dire que chaque ménage aura une enveloppe de 175 000 francs et pour que ces ménages puissent aller chercher du loyer ailleurs et ils vont revenir après les 3 mois, ce qui veut dire qu'après 3 mois, on sera déjà en été. C'est dire qu'il y aura peu de pluie et on aura déjà commencé l'aménagement des digues sur
la rivière Rusizi, de part et d'autre de ces berges, pour protéger à la fois la population de Kigaramango et la population de Gatumba. Pour clore cette édition, rendons-nous en province Gitega, plus précisément dans la commune Giheta, où certaines cultures ont été attaquées par des mille-pattes. On remarque que ces cultures pourrissent. Les agriculteurs de la commune Giheta craignent déjà une mauvaise récolte. Eric Nyonzima nous en dit plus. Les mille-pattes ont attaqué surtout les cultures vivrières souterraines comme la patate douce, les pommes de terre, les corcades ainsi que le manioc. Les cultivateurs de Giheta indiquent que les cultures attaquées par ces mille-pattes finissent par pourrir. Les mille-pattes attaquent les cultures des champs comme celles des marais. Ces habitants de la commune Giheta parlent d'un risque de famine les prochains jours causé par une mauvaise récolte. Certains auraient même reporté le semis de père de l'Erta et moi. Ces habitants de la commune Giheta demandent aux responsables du département de l'agriculture de les aider à lutter contre ces mille-pattes. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.